Charles Dantzig nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre nouveau livre a pour titre Traité des gestes. C'est aux éditions Grasset. Comment est née au juste l'idée de cet ouvrage, Charles Dantzig? C'est que j'aime bien écrire des livres sur des choses que tout le monde fait et auxquelles on ne réfléchit pas beaucoup. J'avais écrit un livre entièrement composé de listes. Tout le monde fait des listes dans la vie et j'en avais fait un livre. Et là, les gestes, il n'y a pas de livre sur les gestes. Et c'est pourtant des choses qu'on fait tout le temps et peut-être même avant de parler. Et je me suis dit que ça valait bien la peine de réfléchir à la question. Alors, ces gestes diffèrent bien entendu en fonction des pays, en fonction des cultures et des coutumes. Cette main en réticule agitée de haut en bas est en italien, autant donc qu'en Italie, une interrogation. Désolé, ma che fai? C'est celle-là. C'est ça. En Israël, elle ne veut pas dire la même chose. Et non, parce qu'on croit que les gestes sont universels et ont tous le même sens, mais on fait ça en Israël et ça veut dire attends. Attends un peu. Attends un peu. Alors, quels autres gestes est-ce que vous avez remarqué dans le quotidien des Français, par exemple? Dans le quotidien des Français, il y a une chose, ou pas français d'ailleurs, il y a une chose assez amusante, c'est le geste des clés de voiture. Et qui montre que là, c'est pas toujours le cas, mais il y a des gestes différents entre les hommes et les femmes. En général, quand un homme ferme sa voiture, il sort de sa voiture, il prend sa télécommande comme ça, et puis il ferme d'un geste assuré, planté devant la voiture, du genre objet, tu m'obéis, un peu comme les chasseurs dans la savane posent le pied sur le zèbre qu'ils ont tué. Et la femme? Et la femme, en général, sort de la voiture, claque la portière, fait comme ça et s'en va. Et ça veut dire qu'il y a un rapport à l'objet complètement différent, de domination et de vantardise aussi. Et qu'il y a des gestes en fonction des sexes ou en tout cas des genres d'hommes ou de femmes. C'est d'ailleurs un des gestes de gros cons, c'est ça que vous appelez? Ah non, les gestes de gros cons. C'est encore autre chose. Les gestes de gros cons, c'est autre chose. Les gestes de gros cons, c'est plutôt les gestes des... Le cigare. Il y a ça. Vous savez, les gros cons sont bruyants en parole et ils sont aussi bruyants en gestes. Moi, je crois qu'il y a des gestes bruyants. Et par exemple, les gros cons du métro s'asseyent en écartant les jambes, en prenant la place, exactement, pour que l'univers constate quelle est la partie centrale de leur corps que nous devons admirer. Ou alors ils s'étalent comme ça sur des canapés. Enfin, le gros con s'étale. Alors, vous analysez donc les gestes. Il y a le baiser, la démarche, les mouvements des mains, on l'a dit. Il y a aussi le sourire et il y a aussi les gestes avec les objets. Mais oui, les gestes avec les objets se modifient en fonction des objets. Les nouveaux objets, par exemple, le téléphone portable a modifié nos gestes et a créé des nouveaux gestes. Par exemple, le geste comme ça d'écarter est un geste qui n'existait pas avant. Personne ne faisait ça en tenant un objet. Et d'ailleurs, c'est un geste que certaines firmes ont tenté de déposer pour breveter le geste de manière qu'elle soit payée en plus. C'est-à-dire que ça serait la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on devrait payer pour un geste. Les seuls gestes pour lesquels on paye en général, ce sont les gestes de la prostitution, mais ce n'est pas les mêmes. Il y a d'ailleurs plusieurs chapitres. Ça pourrait paraître léger comme ça, ce traité des gestes, mais vous balayez plusieurs disciplines, c'est pluridisciplinaire. Il y a l'histoire, il y a la sociologie, l'anthropologie. Il y a par exemple le geste des animaux, les gestes des végétaux, les gestes de la sexualité aussi, les inventeurs de gestes. Et ce qui est intéressant, c'est que les gestes aussi, à travers l'histoire, se perpétuent grâce à un art, la peinture. Oui, c'est très frappant de voir ça. Par exemple, il a existé pendant tout le XVIIe et XVIIIe siècle, une partie du XVIIIe siècle, un geste qui était très à la mode. Quand on était puissant, un général ou un roi, et qu'on se faisait portraiturer, tout le monde a vu ça dans des musées, on se faisait portraiturer comme ça, le poignet cassé sur la hanche, ce qui est d'ailleurs, d'autre part, assez amusant, parce que c'est un geste qui passerait aujourd'hui pour efféminé, et qui, il y a 200 ans ou 300 ans, passait pour tout le contraire. Et pendant des décennies, ce geste a été représenté dans la peinture, puis tout d'un coup, parce qu'il y a des modes dans les gestes, comme dans la parole, ce geste a été abandonné. Et puis 200 ans après, tout d'un coup, on le voit apparaître chez quelqu'un qui n'est pas d'une famille aristocratique, qui n'est pas un descendant de général, qui n'a pas passé sa vie dans les musées, et il y en a la photo dans mon livre, c'est quelqu'un qui a son micro, un rocker en train de chanter, c'est Mick Jagger. Donc les gestes se renouvellent, se perpétuent. Quelle est la mémoire des gestes? C'est une chose très, très intéressante. Alors côté politique, Nicolas Sarkozy avait suscité une véritable obsession dans l'opinion publique avec ses gestes, notamment chez les artistes, chez les écrivains. Serge Hafez avait d'ailleurs qualifié Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, d'avoir créé une nouvelle maladie, la sarcose obsessionnelle. Vous analysez un sourire, celui de Marine Le Pen. Emmanuel Macron fête aujourd'hui ses 40 ans. Il a dû battre, entre guillemets, par les urnes bien entendu, mais aussi lors du dernier débat télévisé entre les deux. C'est précisément lors de ce débat que vous avez étudié ce sourire? Oui, tout à fait. C'était très frappant pour moi, car il est entendu que le sourire est un geste, évidemment, un geste de la bouche. Et on le voit à l'image, c'est celui-ci dont vous parlez. C'est exactement ça. Et il est entendu qu'en général, un sourire est une chose bénéfique. Quand on sourit, c'est pour le bien de quelqu'un, parce qu'on est d'accord, parce qu'on est content, on est détendu. Eh bien, pour la première fois peut-être, et ça n'a pas duré que dans l'image que nous voyons, nous le savons, ça a duré pendant 1h30, cette femme a dévoyé le sourire. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce sourire était un sourire carnassier, sarcastique et négatif. C'était
assez génial d'une certaine façon, ce sourire monstrueux. Elle a détourné un geste de son objet. Je pense que c'est pour ça qu'elle a perdu aussi. Car les gens ont compris qu'elle détournait une chose bénéfique vers une chose maléfique. Donc les gestes ont aussi un langage. Mais comment? Ouais. Et il y a aussi Winston Churchill et le fameux V de la victoire. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous revenez. Oui, c'est très frappant, car c'est un geste qui d'ailleurs a été recommandé par un journaliste belge, puisque nous sommes sur TV5, pendant la guerre. Sous l'occupation allemande en Belgique. Il a recommandé aux gens d'aller sur les murs et de faire avec du blanc d'Espagne des V de la victoire. Et Churchill s'est dit quelle bonne idée, et on le voit là, il s'est emparé de ce geste, et il fait ce geste d'une manière comme un politicien démocrate, c'est-à-dire sans emphase. Il faisait comme ça, de manière plutôt sympathique et sans emphase. Il suffit de comparer avec les gestes de Mussolini et de Hitler, qui étaient des gestes énormes aussi, des gestes emphatiques, bruyants. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que Hitler avait pris des cours de gestes. Il avait pris un comédien qui lui donnait des cours. Donc le geste n'est pas toujours spontané et peut servir à beaucoup de choses. Charles Dantzig, merci d'avoir répondu à nos questions. Traité des gestes, c'est aux éditions Grasset. Merci à vous. Merci.